Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo sur les tableaux en C++. Alors avant de commencer, je tenais à dire que la chaîne fait peau neuve. J'ai beaucoup appris ces 2 dernières semaines sur la pédagogie et la création de contenu sur YouTube, et en regardant à nouveau mes vidéos, je me suis rendu compte que j'avais encore des progrès à faire. Je vais maintenant passer plus de temps à les préparer pour pouvoir vous proposer un contenu plus pédagogue et de meilleure qualité. Je vais également essayer de mettre en place un rythme stable pour la publication de vidéos pour mieux gérer mon temps, car pour le moment j'en ai beaucoup, ce qui ne sera pas forcément toujours le cas. En guise d'introduction, comme dans la vidéo précédente, on va d'abord étudier un cas pratique mais très simple qui, en posant une problématique liée à l'organisation des données, devrait vous faire comprendre l'intérêt des tableaux. Vous imaginez que vous voulez écrire une fonction très basique qui calcule une table de multiplication et qui retourne le résultat, donc la table. Seulement, avec les connaissances actuelles, vous allez rapidement être embêté. Donc on va maintenant écrire cette fameuse fonction. Donc pour le moment, on va rien retourner, donc void, et on appelle la fonction ComputeTable. Et cette ComputeTable, on va prendre en paramètre la table à calculer. Donc par exemple, dans notre cas, on va prendre int_table. Donc si jamais vous voulez calculer la table du 6, vous passez 6 en paramètre à la fonction. Donc si on se trouve dans le main et qu'on appelle la fonction ComputeTable, on passe au numéro de la table, donc par exemple table du 5. Voilà. Et maintenant, on va écrire le code de la fonction. Donc, comme on avait fait la dernière fois, pour i allant de 0, i strictement inférieur ou égal à 10 pour avoir les 10 éléments de la table de multiplication, on incrémente i. Et à chaque tour de boucle, on calcule i fois table. Le seul problème, c'est que actuellement, on ne peut pas retourner la valeur de notre table de multiplication. On n'a aucun moyen, depuis la fonction main, de récupérer ce qui se passe depuis ComputeTable. Donc ce qu'on pourrait déjà imaginer, c'est qu'on retourne un entier, donc int, et on retourne un élément de la table. Donc par exemple, 5 fois table, ça retournerait le 5e élément. Le seul problème, c'est que nous, on veut pas qu'un seul élément, on veut tous les éléments. Et c'est là que ça commence à coincer. Il nous manque quelque chose. Ça ne marche juste pas. Il nous manque un outil. Et cet outil qui nous manque, c'est ce qu'on appelle les tableaux, ou array en anglais. En C++ et plus généralement en programmation, un tableau est une structure de données qui consiste en un ensemble de données accessibles par un indice, ou un index en anglais. Plus concrètement, si vous vous rappelez le schéma que j'avais fait sur la mémoire, vous pouvez vous imaginer votre tableau comme ceci. Il possède une adresse, c'est-à-dire un endroit où il commence dans la mémoire, ainsi qu'une taille qui permet de déduire l'endroit où il finit. On utilise principalement les tableaux pour stocker des valeurs de même type et donc de même taille en mémoire. Si vous créez un tableau de 4 éléments, qui contient des chars ou des bytes ou des octets, vous créez un tableau de nombre d'éléments fois taille d'un élément, soit 4 octets ici. Donc, pour déclarer un tableau, vous devez connaître le type des éléments et sa taille. S'il vous manque l'une de ces infos, vous ne pouvez pas faire de tableau statique. Pour le cas de notre tableau de multiplication, nous voulons stocker des int et on veut en stocker 10. Donc pour déclarer le tableau, int, qui est le type des éléments que contient le tableau, son nom, donc on va l'appeler table, et là vous mettez 2 crochets, et entre ces crochets vous mettrez le nombre d'éléments du tableau, donc 10. Donc cette ligne, c'est une déclaration d'un tableau de 10 entiers, ce qui est parfait pour contenir les résultats de notre table de multiplication. Donc pour initialiser notre tableau, on peut simplement écrire son nom et mettre en crochet l'indice de la case qui nous intéresse. Donc par exemple, si c'est la case 0, on met 0 et on met la valeur. Donc en faisant ça, on affecte 4 à la première case du tableau. Si on fait crochet 1 égale 5, on affecte 5 à la deuxième case du tableau, etc. Il faut faire attention que, étant donné qu'on a un tableau de 10 cases, vous ne pouvez pas faire table 10 égale quelque chose. Parce que comme le tableau commence à 0, en faisant ça, vous allez accéder à la 11e case du tableau. Et vous allez faire ce qu'on appelle un out of bound. Donc vous êtes hors dehors du tableau. Si vous avez de la chance, vous allez avoir une erreur, c'est-à-dire que le programme va crasher. Vous allez avoir par exemple une erreur de segmentation, c'est-à-dire que vous avez tapé en dehors de votre segment mémoire. Et dans le pire des cas, vous n'allez pas avoir d'erreur. Vous allez peut-être corrompre de la mémoire en faisant un buffer overflow. Mais vous pouvez également initialiser votre tableau directement à la déclaration en faisant égal, vous mettez des accolades et vous mettez les valeurs. Donc par exemple, si vous voulez initialiser votre tableau uniquement avec des zéros, vous mettez 0, point virgule. En faisant ça, le compilateur va faire une zero initialization de votre tableau. Mais vous pouvez également spécifier les valeurs pour toutes les cases. Donc par exemple, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc là, ça va mettre 0 dans la première case, 1 dans la deuxième, 2 dans la troisième, 3 dans la quatrième, etc. Mais nous, ce qu'on veut, on va plutôt l'initialiser à 0. Donc, 0. Et on veut envoyer notre tableau à ComputeTable pour qu'elle puisse le remplir. Donc pour faire ça, on va changer le prototype.
Donc on va toujours prendre le numéro de la table qu'on veut utiliser, mais là on va prendre le tableau. Donc vous remettez sa déclaration, donc int table 10. Et on va peut-être pas l'appeler table, on va l'appeler output. Voilà. Donc là vous prenez en paramètre un tableau de 10 éléments. On prédéclare le tableau au-dessus de l'appel de la fonction. Et on passe le tableau, donc table. Voilà. Donc là, vous envoyez à ComputeTable votre tableau ainsi que le numéro de la table. On change le type de retour à void, parce qu'on ne veut plus rien retourner. On va directement stocker dans le tableau qu'on passe le résultat. Et dans la for loop, vous mettez tout simplement output crochet i égale i fois table. Donc, la boucle commençant à 0, à chaque tour, i va être incrémenté de 1. Donc on va successivement accéder aux cases 0, 1, 2, 3, jusqu'à 10 de notre tableau. Donc c'est ce qu'on veut, vu qu'on veut stocker dans chaque case le bon résultat de la table. Et à chaque fois, on va mettre i fois table, donc ce qui correspond au calcul que l'on veut. Donc si on déroule l'algorithme, ça devrait faire output 0 égale 0 fois 5. Output 1 est égal à 1 fois 5. Output 2 est égal à 2 fois 5. Output 3 est égal à 3 fois 5, etc. Donc je pense que vous avez compris. Mais pourquoi ça marche? Parce qu'en fait, comme je vous avais expliqué tout à l'heure avec la mémoire, en réalité, un tableau, c'est une adresse. C'est l'adresse du premier élément du tableau. Donc en fait, en passant int output crochet 10, on passe ce qu'on appelle un pointeur. On les verra dans la prochaine vidéo. Et donc, on va directement accéder à la zone mémoire où sont stockés les éléments du tableau. Donc c'est pour ça qu'on n'a pas besoin de retourner une valeur. C'est parce qu'on va directement modifier les valeurs à l'endroit où est le tableau. Ce qui nous évite de le retourner. Mais maintenant, si vous lancez votre programme, vous devriez avoir une erreur. J'ai volontairement laissé un problème dans le programme pour que vous puissiez vous rendre compte du problème que c'est d'accéder en dehors du tableau. Donc on lance. Le meilleur moyen de c'est tester. Et Visual nous dit que la stack du programme est corrompue. Donc c'est sûrement qu'on a tapé trop loin dans notre tableau. Donc on regarde. On déclare un tableau de 10 cases. Voilà. Qu'on envoie à la fonction ComputeTable. Et là, la fonction ComputeTable va partir de 0 et s'arrêter à 10, mais en comptant 10. Donc ça veut dire 11 cases. Donc au final, on se retrouve à faire comme je vous avais dit tout à l'heure. C'est-à-dire de faire output 10 est égal à i fois table. Ce qui évidemment est en dehors de la table, étant donné qu'on a un tableau que de 10 cases. Donc l'index maximum c'est 9. Donc pour régler ça, il suffit de changer, de mettre 11 ici et 11 ici. On peut relancer. Et cette fois-ci, tout va bien. Maintenant, pour pratiquer un petit peu, on va faire une fonction qui va afficher le tableau. Donc si vous savez faire, essayez de le faire en avance. Sinon, regardez. Donc void display table. Et vous prenez le tableau en entrée. Donc int output 11. Dans cette fonction, on va simplement faire une boucle for comme au-dessus. Sauf que au lieu de faire un calcul, nous allons afficher. Donc on accède à la valeur par i, avec le crochet i. On fait un retour à la ligne. On appelle notre fonction depuis le main, donc displayTable, et on lui donne le tableau. Donc c'est pas plus compliqué que ComputeTable, si ça n'est plus que c'est plus facile. On n'oublie pas de mettre la petite pause, donc c'est stcin.ignore. Et on teste. Donc on a demandé la table du 5, 0, 5, 10, 15, jusqu'à 50, car 5 x 10 ça fait 50. Donc ça marche plutôt bien. Donc au final, grâce au tableau, on a réussi à mettre en place les données pour pouvoir récupérer une plage de données et pas seulement qu'une seule donnée. Donc par exemple, un des résultats de la table de multiplication. Les tableaux, c'est vraiment utile pour ça, c'est quand vous voulez vraiment stocker des données de même type, les uns à la suite des autres, pour pouvoir les traiter soit uniformément, les déplacer d'un coup, etc. De toute façon, voilà, je vais encore le répéter, mais les tableaux, c'est vraiment quelque chose qu'on va voir souvent
qu'on va revoir quand on verra les pointeurs. Et donc, même si jamais il y a des choses qui sont pas encore très claires, je vous invite à le travailler un petit peu de votre côté. Et on le reverra ensemble dans les prochaines vidéos. Voilà, on est arrivé à la fin de cette vidéo. Comme on a déjà beaucoup parlé d'adresse mémoire, je pense que dans la prochaine vidéo, le moment sera venu de découvrir les pointeurs dans un premier temps, puis d'enchaîner sur les références pour que vous ayez des bonnes pratiques dès le début. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu et je vous dis à très bientôt.